Voilà, dames en heren, ik ben in Gordes momenteel en volgens mij is dat de Provence ten top. Je hebt hier platanen, je hebt hier goudkleurige stenen. Misschien mankeert er nog wel een pastis, dat geef ik toe. Het enige wat er niet zo Frans is aan Gordes, dat zijn de bezoekers, want het stikt hier van de Japanners, Britten, Duitsers en ga zo maar door. Het is zelfs zo erg gesteld dat ze hier in de winter 1600 inwoners hebben in Gordes. In de zomer worden dat er 16.000, alstublieft. Dat brengt natuurlijk hoge prijzen met zich mee. Voor deze koffie bijvoorbeeld betaal ik hier 8 euro. Rijk zijn tegenwoordig, het is toch niet gemakkelijk. En ik zou het nu kunnen hebben over het feit dat Gordes een van de mooiste dorpen van Frankrijk is, of dat het kasteel werd gebouwd in 1525 en dat er veel kunstenaars wonen, maar de echte kunst bevindt zich buiten het dorp. De muren langs de rand van de steegjes verraden het al. Overal gestapelde stenen. Dit is Le Village des Bories. Laat ons zeggen, een dorp van moderne holbewoners. Cathy, alors les villages de Bories, on m'a dit que les bergers qui habitaient ici ne faisaient pas vraiment partie de la société économique ou ça marchait comment ça? Ah oui, ils vivaient en totale autarcie. Ils se mettaient volontairement à l'écart du village de Gordes, à l'écart de la société. Ils vivaient ici en économie fermée. Ils cultivaient leurs légumes pour leur consommation. Ils pratiquaient ce qu'on appelle le troc. Ils s'échangeaient souvent un outil ou un service contre un litre d'huile d'olive, puisque l'huile d'olive était autrefois une monnaie d'échange. Et après, le village il a été abandonné, mais les gens savaient toujours qu'il était là. Absolument. Mais on s'en foutait. Hein. Complètement. Complètement. Il était complètement abandonné à partir de 1830, date à laquelle ces derniers occupants l'abandonnèrent pour aller vivre dans des maisons qui étaient beaucoup plus confortables. Donc ici, on rentre dans un premier groupe d'habitation. Ouais. Avec l'habitation au fond, la bergerie qui est là, juste à côté, et une grange ou une resserre qui permettait de garder le foin ou boire quelques victuailles. Alors voilà, on rentre dans une habitation. Wow, c'est sûr que les portes n'étaient pas trop hautes. Pas très grande, non. Très grande, non. Parce qu'il fallait maintenir une température constante toute l'année. Il faisait frais en été, il faisait chaud en hiver. C'est pour ça que tu vois des pierres noircies, parce qu'en fait, il faisait du feu aussi à l'intérieur. Donc c'était plein de fumée. Ah oui, absolument. Il n'y avait qu'une ouverture là, donc il respirait de la fumée, oui. Et là, tu vois bien l'imbrication de chaque pierre les unes dans les autres, que c'est un véritable jeu de Lego. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. Si jamais on enlève une pierre... Ah, et ça peut que ça devienne... Instable. Instable, Ouais. oui, absolument. C'était surtout une communauté d'hommes qui vivaient ici. Ah oui? Oui, oui. Les femmes, elles étaient à Gordes, et puis elles les fuyaient aussi un petit peu comme la peste, parce qu'en fait, ils sentaient pas bon. Ah. Eh oui. Qui ça sentait pas bon? Les Ah oui. bergers. Si on habite ici dans les fumées, je m'en doute que ça sentait Voilà, pas et très puis bon. comme ils savaient pas tous les jours non plus. Oké. Dat klinkt misschien raar, hè? Maar als je hier zit, dan overvalt er je zo een rust. Je hoort de insectjes, krekels. Het is misschien daarom dat die mannen hier alleen wilden wonen. Ver van de drukke stad. Moi, j'ai mis au panier. Quand vous aurez une autre que moi, vous serez une de la tête de vous attacher à moi. Marseille, een van de oudste steden van Frankrijk en volgens sommigen ook een van de mooiste. Maar volgens anderen heeft de stad nog altijd een reputatie van criminaliteit en drugs. En dat heeft veel te maken met de French Connection, de drugsmafia die destijds in de oude wijk Le Panier heerste. Tegenwoordig trekt het jonge artistieke volkje naar Le Panier, zoals Jessica die er een chambre d'hôte uitbaat. Jessica, Le Panier, c'est le plus vieux quartier de Marseille. Et on m'a dit que Marseille a commencé ici. C'est ça, Marseille a commencé ici. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'était surtout un peuple à la base de pêcheurs. Et donc, il y avait beaucoup de commerce, en fait, avec tout ce qui était de la mer et beaucoup de commerçants. Après, on doit sauter quand même pas mal de siècles. On a eu la rafle donc, pendant la guerre, qui a été assez abominable et très intense, spécialement dans le quartier, parce que c'était toujours été un quartier de résistants. Et parce que Marseille est une ville rebelle et qu'effectivement, le fief des rebelles était ici.
Et ensuite, vous avez eu la French Connection, justement, qui faisait partie de ces rebelles, avec un certain nombre de malfrats, mais c'était un quartier impénétrable, mais à la fois qui était très sauvegardé à l'intérieur. Et puis maintenant, c'est un quartier qui se rénove et qui est en plein rebondissement et en rénovation, et on le voit tous les jours à tous les coins de rue. On est ici au-dessus des toits de Marseille. Je crois que c'est le point le plus haut de Marseille ici. On est sur le point le plus haut, effectivement, puisqu'on est à la même hauteur que la place des Moulins, qui est le point le plus haut. Expliquez-moi un peu le concept de votre chambre d'hôte. Chaque chambre est faite par un artiste et en fait je change tous les ans. Donc le principe c'est dormir dans une œuvre d'art. Et je change effectivement aux alentours de janvier, quand c'est la période la plus creuse. Et vos clients, ce sont des gens qui retournent? J'ai de plus en plus de clients qui viennent, qui reviennent et qui essayent toutes les chambres. Et qui font ça sur l'année, ou d'une année sur l'autre. De wijk heeft nog al zijn authenticiteit bewaard. Alles is er nog klein en op mensenmaat. Maar de wandelaar wezen gewaarschuwd, deze wijk ligt op 3 heuvels. Het is dus constant klimmen en dalen. Alors dites-vous, vous vous êtes installé ici pour ouvrir une galerie en fait? Oui, j'ai déménagé plus précisément. J'étais sur le Vieux-Port et il y a 3 ans de ça, j'ai eu besoin de m'agrandir et de découvrir une nouvelle dynamique qui était un petit peu plus intéressante pour mes artistes et pour moi aussi. Et pourquoi vous vous êtes venu installer ici, au Vieux-Panier? Alors dans le Panier, tout simplement parce que j'ai eu mon premier appart d'étudiant dans le Panier et surtout parce que c'est un des endroits à Marseille où il y a une dynamique qui est plus qu'intéressante. Et il y a pas mal d'artistes qui sont venus, d'autres qui sont revenus même. Il y a cet attrait artistique pour l'authentisme du Panier. Ça va aussi bien pour ces petites ruelles, la beauté du lieu, que pour l'ambiance un petit peu village qu'on a et le côté voilà, vraiment authentique. Helemaal beneden en vlak aan de Oude Haven ligt het MUSEM, een spiksplinternieuw museum, het vlaggenschip van Marseille, culturele hoofdstad 2013. On est sur la passerelle qui fait la connexion entre la nouvelle partie du MUSEM et l'ancien fort. Oui, il y a plus que de faire la connexion entre l'ancienne partie du musée et la nouvelle partie. Cette passerelle fait la connexion entre l'ancien Marseille et le nouveau Marseille qui se développe avec la Joliette, avec tout ce quartier, les terrasses du port, les voûtes de la Major. Donc un nouveau Marseille qui renaît et qui donne une image totalement nouvelle de la ville. Donc cette passerelle, elle est devenue vraiment le symbole de cette transition entre ces deux Marseilles. Et MUSEM veut dire exactement quoi? Alors c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ah oui. Voilà, donc c'est un musée qui existe depuis plus de 10 ans et c'est un musée qui cherche à comprendre les faits de civilisation en Europe et en Méditerranée. Et de quoi consistent les collections? Alors les collections sont extrêmement variées, c'est à peu près 1 million d'objets et on trouve dedans des objets du quotidien, des objets qui racontent en fait la façon dont les gens vivent en Europe et en Méditerranée. Donc à ce titre, c'est vrai qu'on a des objets extrêmement variés. Ja, ondertussen ben ik in een iets bescheidener haventje dan dat van Marseille, namelijk in Île-sur-la-Sorgue, gelegen aan de Sorgue, uiteraard. Nu, ze zeggen dat dit het Venetië van de Provence is, en om dat een beetje kracht bij te zetten, hebben ze hier ook gondels. Les négociines. Vincent, c'est quoi exactement? Alors les négociines, c'est ces barques traditionnelles, donc ces barques à fond plat, qui étaient utilisées par les pêcheurs et les chasseurs pour se déplacer dans les marécages qu'il y avait autour de la ville. On m'a dit apparemment que les pêcheurs de l'Île-sur-Sorgue, c'était les seuls, en fait, à fournir les papes des poissons, c'est ça? En fait, à l'époque, les pêcheurs de l'Île-sur-Sorgue, c'était les seuls pêcheurs à avoir le droit de pêcher sur l'ensemble de la rivière. Il n'y avait que les pêcheurs de ce village. Donc ça, c'est un droit qui était accordé par les papes et ensuite par le comte de Toulouse, d'autres comtes. Mais en contrepartie, ils devaient donner une partie de leur pêche au pape et au clergé. Les papes, c'est incroyable ça. Selon toi, la Sorgue, elle est importante pourquoi pour la ville?
Bah, déjà, elle emporte l'eau, bien sûr, mais... Déjà, la ville de l'Île-sur-Sorgue ne serait pas ce qu'elle était s'il n'y avait pas cette rivière. Parce que la ville s'est développée au début grâce à la pêche, donc grâce à la présence de cette eau, et ensuite par l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on retrouve toutes les roues à aubes à l'Île-sur-Sorgue, parce qu'il y avait une grosse industrie, il y avait plus de 42 usines à l'Île-sur-Sorgue qui fonctionnaient grâce à l'énergie motrice de la rivière. Alors, toi, tu t'en sers pourquoi aujourd'hui pour les négociants? Alors nous maintenant actuellement à l'association, on s'en sert pour le côté ludique et aussi pour perpétuer un peu la tradition parce qu'on apprend l'été à des enfants et aussi à des adultes de manier ce bateau. Il y a des gens qui veulent apprendre. Ah oui, beaucoup de gens de l'Île-sur-Sorgue, mais c'est vrai que c'est une vraie activité. L'été en plus avec la chaleur, on est content d'être au frais dans la rivière. Ouais. Donc le soir, voilà, on met des bateaux à disposition et on apprend aux gens à en faire. Et puis après, nous le week-end, on organise des courses. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et bienvenue à bord de Hélios pour cette visite des calanques de Marseille à Sugitan. Voilà, bonne promenade à toutes et à tous. Dit is meer mijn stijl. Met een comfortabele boot naar de Calanques gaan kijken de witte kalkstenen rotskust op een boogscheut van het centrum van Marseille. Net buiten de haven ligt het Château d'If, het kasteel waaruit de graaf van Monte Cristo uit de gelijknamige roman van Alexandre Dumas al zwemmend wist te ontsnappen. Les calanques en fait sont dans le massif qui se trouve juste derrière nous. Ce sont d'anciens fleuves creusés par des intempéries, la fonte des glaces, les plus acides, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'eau se trouvait bien plus bas, 135 mètres plus bas. Le niveau était donc derrière l'archipel de Riou. Et l'eau, en remontant il y a de cela quelques milliers d'années, a donc comblé ces vallées qui donc donnent les calanques que nous connaissons à l'heure actuelle. Max, elles sont en quelque sorte un parc national protégé. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs depuis peu, je crois qu'ils ont protégé ces sites et ils en ont grandement besoin. Pourquoi? Parce qu'entre le trafic, il peut y avoir des bateaux, les gens qui pêchent des fois aux endroits où il faudrait justement essayer de préserver tout ça, c'est une très bonne idée, oui. Alors il y a des cabanons, ces anciens cabanons de pêcheurs, des pêcheurs qui travaillaient donc dans ces calanques. Aujourd'hui, c'est plus un lieu de villégiature. Et par contre, ces cabanons se transmettent chacun de génération en génération uniquement. C'est-à-dire que les gens qui ont leurs ancêtres qui étaient pêcheurs profitent maintenant de ce droit d'habiter dans les cabanons. C'est impossible d'en acheter une cabane. Voilà, on ne peut ni acheter de cabanon, ni en construire de nouveau. Die Franse Riviera, ze nodigt uit tot een liederlijk leven. Maar pas op, bij mij is het ook niet slecht. Ik laat l'Île-sur-la-Sorgue achter en rijd een half uurtje naar het oosten, naar Roussillon. Kijk naar boven. De
De azuurblauwe lucht. Kijk terug naar mij en dan naar de grond hier. Die is okerkleurig. Het zijn deze contrasten die de surrealisten ertoe aanzetten om de meest geweldige taferelen te schilderen. Vandaag zijn deze Sentiers d'Ocre vooral toeristische trekpleisters. En het grappige is dat je de families die deze bezocht hebben meestal herkent. Enerzijds de papa's en mama's die hebben rode voeten natuurlijk. De kindjes die hebben rode billetjes. Verdwalen in de oude okermijnen, daar is iets voor te zeggen. Maar hoe gebeurde dat, die okerwinning? Wel, dat kunnen ze me vertellen in Le Conservatoire d'Ocre. Ah, mais c'est d'ici que ça partait alors, l'ocre. Oui, ça partait d'ici pour aller à peu près partout dans le monde. Partout dans le monde? Ah oui. Et c'est ça que les gens ne savent pas. C'est une invention roussillonnée. les mines d'ocre, les carrières d'ocre. aussi, oui. En fait, c'est surtout le processus qui est parti d'ici. Parce que Jean-Étienne Astier, en fait, il a découvert dans un pétrin de boulanger que beaucoup plus facilement on pouvait séparer le sable et l'ocre. Frédéric, si tu veux, dans le village ici de Roussillon, j'ai vu des gens avec les pieds rouges, des petits-enfants avec les fesses rouges. Oui, aussi. C'est nos instincts primaires qui reprennent... Apparemment, mais on l'utilisait pourquoi, l'ocre, alors? On s'en est servi, par exemple, pour le linoléum. On s'en est servi aussi pour les filtres de cigarettes. Cette couleur orangée de nos jours, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça qu'ils sont oranges, alors? Voilà. Et quoi d'autre? Tout ce qui était mélange avec du caoutchouc. Du coup, ça a quand même été la création des pneumatiques, des premiers pneus. Et puis, le joint d'étanchéité des bocaux, des conserves, tu sais. Finalement, ça aussi, c'est un mélange d'ocre. Begin jaren 50 ontwierp de Franse architect Le Corbusier dit enorme woonblok met appartementen, winkels, een hotel en een restaurant en hij noemde het La Cité Radieuse. Et comme concept, c'était assez révolutionnaire pour cette époque-là. Oui, dans le temps. Quand l'unité d'habitation est livrée en 1952, c'est un concept révolutionnaire qui permet un habitat individuel très confortable, très fonctionnel. It just fits, c'est juste parfait. Le Corbusier avait voulu vraiment créer autour de l'humain une réponse à chacun des besoins. Il y a une parfaite acoustique, on n'entend rien, et en même temps une très grande luminosité. La cuisine qui est ouverte, qui est une véritable révolution pour cette époque, répond à chacun des besoins de la maîtresse de maison. Alors la cuisine est conçue pour une économie de mouvement. Tout est à portée de main. Les portes sont coulissantes pour éviter de perdre de la place, sauf en hauteur. Et un espace qui permet la livraison de services commandés par un petit placard qui s'ouvre sur les rues intérieures. Le lait, le journal et les blocs de glace, puisqu'au début, il n'y a pas de congélateur dans les années 50. Ça, c'était le frigo, alors? Voilà, c'était ce qui permettait de stocker les blocs de glace. Het is nog altijd de droom van heel wat Fransen om hier te wonen, maar er komen niet makkelijk appartementen vrij. Tout est à la mesure humaine. 3,44 m de large, d'accord, puisqu'il a calculé la largeur minima dans laquelle on pouvait vivre et la hauteur minima dans laquelle on pouvait vivre. Et après-guerre, le rêve du Français était d'habiter une villa avec jardin. Bien sûr, ce n'est pas possible, donc il va développer son concept de village en hauteur. Il voulait que chaque appartement ait la vue des deux côtés, que tous les habitants puissent voir le soleil, est, ouest. Bon, ben, c'est bien gentil, mais comment on fait? Parce que pour traverser de part en part l'immeuble, à un moment donné, il faut bien y accéder. Donc il a fait le niveau où on accède, le niveau où on traverse, le niveau où on traverse. D'où l'idée d'avoir 3 niveaux par rue. Alors voici la chambre des parents, très lumineuse, et qui possède sa propre salle de bain, ce qui est très rare à l'époque, en 1952. Un peu plus de 10% des habitants à Marseille ont chez eux une salle d'eau et les WC à l'intérieur de l'appartement. Ah bon? Salle de bain pour les parents, douche pour les enfants et un petit lavabo dans chaque chambre. Est-ce que vous avez modifié quelque chose quand vous avez acheté l'appartement? Non, nous n'avons rien modifié parce que c'est juste parfait comme c'est. Donc
Et puis je dirais qu'il est vrai que quand on vient habiter au Corbusier, c'est aussi parce qu'on adopte l'idée du Corbusier. Et si c'est pour faire du Conforama ou enfin si c'est pour tout changer, c'est un petit peu dommage. À l'époque, on appelait ce bâtiment la maison du Fadin, impliquant que le Corbusier était un peu... Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis plus d'accord. Et aussi les habitants de l'unité ne le sont pas. Parce que c'est un concept révolutionnaire qui a été développé et il est très agréable d'habiter ici. Ja, dat geloof ik graag. Die steile, gladde architectuur, daar kunnen ze er hier ook wel wat van. Al geef ik toe dat mijn wanden wat ruwer zijn. Maak kennis met de bergflanken van de vallei van de Aiguebruin nabij Buux in de Luberon. Deze flanken zijn legendarisch. Ze zijn het walhalla voor klimmers. Pourquoi, en étant grimpeur, ce lieu-ci, il est vraiment sacré? Alors sacré, écoute, tu vois l'ambiance, tu vois la beauté du paysage. Alors un, c'est beau. Ouais. Deux, il y a énormément de voies et c'est essentiellement dû à la qualité du caillou. Tu vois, regarde, il y a un grain pas possible. On parlait de molasse, donc c'est vraiment très adapté à l'escalade. Et bien sûr, il y a cette personne, ce personnage emblématique qui s'appelle Patrick Edlinger. C'était qui alors? Un grimpeur illustre, emblématique des années 80-90, qui est très connu dans le monde de l'escalade, mais même dans le grand public, grâce au film de Jean-Paul Janssen, qu'on appelle La vie au bout des doigts. Et ça a été tourné ici. C'est pourquoi que ce grimpeur, il faisait la différence? Ah, écoute, d'abord, c'était un grimpeur très fort, mais aussi qui était beau à voir, qui avait une gestuelle particulière. Et il est arrivé aussi dans les années 80, très bling-bling, tu vois, vraiment en contraste avec cette image-là. Un blond avec son petit camping-car qui apprécie son sandwich et sa bouteille d'eau et qui se lève tous les matins pour être en contact avec la nature, avec ce fabuleux caillou. Il a vraiment été, comment dire, la lumière pour toute une génération de grimpeurs. C'est pour cette raison que toi aussi tu grimpes aujourd'hui? Eh oui, j'ai commencé à peu près, je crois que, oui, c'est ça, à peu près dans les mêmes années. Je crois que j'ai eu la chance de débuter l'escalade, mais j'ai les croisés au pied des falaises, en solo. C'est une vraie révélation pour moi. Ouais. Patrick Edlinger, il est devenu une star autour du monde et aujourd'hui il est mort, malheureusement. Écoute, c'est la vie. En tout cas, ce qu'il a laissé ici, c'est des voix déjà, énormément de voix. Et puis il a laissé le plaisir à toute une génération de grimpeurs. Donc son esprit, il est toujours là, quoi. Oui, il est toujours avec nous, Patrick, ouais, c'est sûr. We gaan ook eventjes klimmen, in de voetsporen treden van Patrick Edlinger. En eerlijk gezegd, op dit moment weet ik niet of dat dit zo'n goed idee was. We zullen zien. Chouette. Waarom in godsnaam? Tu peux me rappeler pourquoi je suis là, en fait? Tu montes le pied gauche en premier. Bonjour, vous me donnez la clé du 24 heures. Merci. Hier in La Cité Radieuse is alles. Je moet er zelfs niet buiten komen. Hier zijn winkels, hier is een restaurant, hier is een bibliotheek, hier is zelfs een kindercrash. En hier is een hotel. Ik hoop dat Frida ondertussen niet ergens op haar laag gaat zitten. En ik denk dat ik hier mijn laatste avond in Marseille ga doorbrengen. Te midden van het design. Tot volgende week. Alle informatie vind je zoals gewoonlijk op onze website 1.be/Vlaanderen Vakantieland.